Alors, du coup, si bon, aujourd'hui, plus que jamais, on est convaincu de la nécessité d'une révolution économique et politique qui mettrait à terme fin aux inégalités sociales et à la société de classe. Donc, une révolution qui permettrait de construire une société communiste répondant réellement aux besoins de la population. Donc ce projet, il a été porté par d'autres avant nous, mais il n'y a jamais eu de société communiste en fait. Et il va s'agir pour moi aujourd'hui de bien en fait faire la distinction entre deux choses, entre le communisme et entre deux choses bien distinctes, le communisme et le stalinisme. Et les communistes révolutionnaires, aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas apporté les bilans de l'URSS. Mais par contre, il est fondamental de bien connaître en fait les processus par lesquels en fait les conquêtes de la révolution d'octobre 1917 ont été dévoyées. Aujourd'hui, l'État, via l'école, sont un de ces plus importants organes de transmission de la pensée dominante et du coup de promotion en fait du système capitaliste, en fait doit pouvoir en fait cherche à empêcher l'idée même qu'il y ait une alternative économique et politique au système qu'il propose. Sauf qu'en fait, il ne peut pas non plus nier totalement l'existence d'une idéologie, le communisme, qui a pris une telle place en fait dans le mouvement ouvrier et donc de fait dans l'histoire. Mais par contre, ce qu'il peut faire et ce qu'il cherche à faire, c'est essayer de dénaturer en fait cette idée-là en lui substituant un régime qui n'a de socialiste que le nom. Et en fait, pour un grand nombre de personnes aujourd'hui, du fait de ce qu'on a appris à l'école, en fait, le communisme, c'est le stalinisme. Et du coup, les bilans de l'URSS, notamment les bilans macabres et tous les morts qu'ont pu entraîner certaines politiques économiques et de répression de l'URSS, en fait, ces morts-là, ce seraient ceux du communisme. Donc, ce qu'il ne faut pas chercher à faire, en fait, c'est entrer dans le jeu de en fait, combien de morts, en comparaison, le capitalisme il peut faire. Parce qu'en fait, ça reviendrait à essayer de temporiser les morts du stalinisme, les morts des camps de travail, des procès des années 30. Et en fait, ce n'est pas notre intention, et notamment en fait, parce qu'une partie de ces personnes, de ces morts, en fait, et de toutes ces personnes qui ont été déportées dans les camps de travail, en fait, c'était des révolutionnaires de 1917 et c'était pour une grande partie des opposants communistes au stalinisme. Dès les années 30, il y a des communistes qui ont pu prôner un retour au marxisme, en fait, voire même à des théories antérieures, parce que le bolchevisme, la politique du parti qui a permis l'avènement de la révolution russe, en fait, et voire même le marxisme, en fait, il porterait en eux les germes du stalinisme. Or, c'est important de rappeler que le marxisme, en fait, il trouve son expression historique dans le bolchevisme et la révolution d'octobre, qui est donc l'avènement d'une révolution où le prolétariat prend le pouvoir sur la bourgeoisie et réorganise les bases économiques de la société. Ça a été en grande partie porté par le parti bolchevique. Et nous, on se réclame en fait de cette histoire. Et si on peut dire que le stalinisme est sorti du bolchevisme, la seule manière en fait, la seule vérité qu'il y a là-dedans, c'est que en fait, Staline, en fait, oui, il est bien sorti du parti bolchevique, ce parti qui a permis la révolution. Et si la Russie des révolutionnaires, elle s'est peu à peu bureaucratisée, comme on va le voir, en fait, c'est pas une conséquence nécessaire et il aurait pu en aller autrement. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit que nous, ce qu'on vise à terme, c'est bien la disparition de l'État et de la propriété privée. Mais en fait, on considère qu'il est nécessaire, une fois que la révolution a été faite, en fait, pour éviter qu'il y ait un retour à des formes politiques et économiques antérieures, on pense qu'il y a une période nécessaire qui est celle de la dictature du prolétariat, où en fait la classe majoritaire dans la société qui a pris le pouvoir, et en fait, elle va s'évertuer à empêcher la bourgeoisie de le reprendre, en fait. Et si Trotsky, pour nous, c'est une référence, c'est parce qu'en fait, sa conception de la révolution permanente c'est en fait refusé de s'arrêter en chemin dans la révolution, ce qui a été en fait une des caractéristiques de Staline. Et Trotsky, en fait, il ne veut pas que donc, la révolution s'arrête avant l'avènement de la société sans classe et sans État. Et s'il y a bien une phase inférieure du socialisme, qui comprend l'existence d'un État ouvrier, et cet État, il doit avoir pour but sa propre destruction. La prise
la prise du pouvoir en 1917 par le parti bolchevique a permis d'imposer le contrôle ouvrier dans les usines et une nouvelle répartition des terres. Donc tout ça, ça a commencé plutôt bien, sauf qu'en fait, l'État n'est pas du tout allé en dépérissant. Il a plutôt dégénéré. Et les trahisons de politique, la trahison des promesses politiques de la révolution russe, et elle est associée donc au stalinisme, donc à l'appareil politique qui a été dominé par la figure de Staline du, du milieu des années 20 jusqu'à sa mort en 1953. Ce système, donc, je vais décrire un peu l'avènement, la constitution, puis les finalités, il peut être qualifié de bureaucratique. La bureaucratie, c'est un terme qui nous est familier parce qu'il peut qualifier tout un tas d'administrations qui n'ont rien à voir avec l'Union soviétique. Et il est nécessaire de lui accorder une très très grande importance à ce phénomène parce que s'il menace, comme il l'a fait, comme ça s'est avéré pour la révolution russe, s'il menace ces révolutions politiques et économiques, et dès aujourd'hui, il sclérose les organisations du mouvement ouvrier et il nous freine dans notre activité de communiste révolutionnaire au quotidien. Et il peut également en fait avoir un impact fort et déterminant dans des moments importants pour le mouvement ouvrier. Donc moi, je vais m'attacher à montrer pourquoi le stalinisme, c'est pas le communisme, et quelles leçons on peut tirer en fait de la contre-révolution bureaucratique qui s'est faite donc en URSS. Et dans un premier temps, je vais revenir un peu sur le contexte en fait qui suit 1917, le contexte économique et en fait les mesures politiques qui vont être prises par ces révolutionnaires qui se sont retrouvés soudainement en fait à gérer un État alors que le but à terme en fait était tout de même la révolution mondiale. Marx, il n'avait pas prévu que la première révolution prolétarienne elle se ferait en Russie, où en fait la classe ouvrière elle était très peu développée et où en fait la révolution bourgeoise n'avait pas encore eu lieu. Et en fait, les révolutionnaires russes eux-mêmes, ils considéraient que en fait, la révolution russe, c'était une première étape. Et ils avaient de très grands espoirs dans le mouvement ouvrier occidental, notamment en Allemagne, en Italie et en Hongrie. Seulement, en fait, très rapidement, d'abord en Hongrie, la République des conseils, qui était très inspirée de l'expérience des soviets en Russie, elle va échouer dès l'été 1919. Il y a eu ensuite 2 années en Italie de très intenses mouvements une très intense période pour le mouvement ouvrier avec beaucoup d'occupations d'usines. Mais en fait, rapidement, c'est le fascisme qui va plutôt qui va s'installer peu à peu en Italie. Et dès 1923, c'est la révolution qui échoue en Allemagne. Du coup, le premier État ouvrier, la Russie, qui a fraîchement connu sa révolution, va se retrouver soudainement très isolé. Et en plus de ça, en fait, du fait de son isolement, en fait, et qu'il n'y a pas eu une révolution mondiale, elle va se retrouver très isolée politiquement et elle va devoir faire face à une guerre civile sur 3 fronts qui va mobiliser dès février 1918 5 millions d'hommes. Et à ce moment-là, l'agriculture et l'industrie vont être réquisitionnées pour soutenir l'armée. Ça va rester quand même un grand moment en fait, d'autonomie pour les soviets locaux et les ouvriers vont connaître les premières expériences de contrôle dans leurs usines. Seulement, en fait, dès la fin de 1918, les usines elles vont être nationalisées et il y a un communisme de guerre qui va être mis en place et qui est caractérisé par une forte centralisation de l'économie. Et donc, en fait, après 1917, donc, les révolutionnaires vont se retrouver à gérer un État et en fait, il y a toute une série de choix politiques avec des conséquences catastrophiques qui vont être faits à ce moment-là et qui vont être faits par des personnes qui ont mené la révolution d'octobre. Et ça, notamment, en fait, la suppression des libertés démocratiques à l'extérieur du parti, mais également à l'intérieur du parti parce que dès 1921, il va y avoir une interdiction des tendances à l'intérieur du parti et peu à peu, puisque les tendances sont interdites à l'intérieur du parti, en fait, on va se dire qu'on va aussi imposer peu à peu la politique du parti unique.
Il faut dire que ces décisions-là, de suppression de liberté démocratique et de suppression des libertés, enfin de démocratie à l'intérieur du parti, ben c'est pas consubstantiel à l'idéologie au nom desquelles ils sont appliqués. Il aurait pu en fait en aller autrement. C'est pas inscrit dans les théories et sur le processus nécessaire du développement de l'État ouvrier. Et en fait, même l'opposition de gauche en URSS, qui va se former au milieu des années 20, va en fait a posteriori beaucoup critiquer ces décisions-là. Quand bien même certains membres de l'opposition ont justement participé à appliquer à prendre ces mesures. Et en fait, peu à peu, il y a une véritable contre-révolution sur le plan politique qui va s'opérer, et ce particulièrement avec la prise progressive du pouvoir par Staline, particulièrement après la mort de Lénine. Et comme le dit Daniel Bensaïd, une contre-révolution, c'est pas une révolution à rebours. On va pas revenir aux anciens rapports de production. Mais il y a tout un tas de... En fait, comme tout va stagner, on ne fait pas la révolution mondiale, il n'y a plus d'évolution et de discussion démocratique à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Et ben, il y a tout un tas de positions conservatrices qui vont être prises sur tout un tas de sujets. Et une chose importante, une caractéristique importante en fait, du stalinisme, de la politique, en fait, de l'appareil aux politiques soviétiques après 1917. Donc, bref, en fait, une chose qui va être d'importance, qui va être abandonnée après la mort de Lénine, bah, c'est l'objectif de la révolution mondiale. Et c'est pas juste une mesure de circonstance, mais c'est bien en fait une nouvelle doctrine. Donc en fait, c'est Staline qui va l'énoncer dès octobre 1924, la possibilité en fait du socialisme dans un seul pays. Plus tard, parce que Staline il va rester au pouvoir jusqu'en 1953 pendant la Seconde Guerre mondiale, et il ne va pas y avoir d'encouragement à la révolution mondiale. Alors que les guerres, en fait, c'est des moments qui sont propices en fait, à des bouleversements politiques importants. Et l'URSS et les partis communistes, en fait, plutôt que de se tourner, en fait, vont se tourner vers la défense de la patrie. Plutôt que le mot d'ordre de prolétaires de tous les pays, unissez-vous, la direction du parti, elle va opposer celui de entretuez-vous. Donc cette doctrine du socialisme dans un seul pays et le refus du débat démocratique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, c'est deux orientations majeures qui vont être adoptées et surtout renforcées après 1924 et qui vont permettre la progressive prise du pouvoir de Staline et qui sont en fait clairement en opposition avec des principes du communisme. La Russie à ce moment-là, donc après 1917, elle va devoir en fait rattraper un important retard économique. C'est nécessaire parce qu'en fait la Russie, elle revient de loin. Elle a connu un capitalisme tardif et donc un développement des forces productives. En fait, les forces productives se sont donc développées tardivement et la société est largement rurale. Et en plus, l'industrie, elle est tournée principalement vers le front et la guerre civile jusqu'en 1921. Sauf qu'en fait, du coup, de devoir rattraper ce retard économique là, ça se fait à un prix terrible quand on fait la révolution dans un seul pays, parce qu'en fait, de fait, on se coupe, comme il y a une importante inégalité de la répartition des richesses à l'échelle mondiale, on va se couper de tout un tas de ressources, en plus d'être politiquement très isolé et du coup, de se retrouver victime rapidement des guerres et des attaques venues des États impérialistes voisins. Donc la Russie connaît donc la guerre civile et également du coup la famine, puisque en fait l'agriculture est tournée vers la nécessité de nourrir le front. Et donc en fait les millions de morts qu'il va y avoir avec cette famine, c'est considéré comme parmi les premiers crimes des bolcheviks, comme si en fait la famine elle avait été planifiée, alors qu'en fait c'est une des conséquences de la guerre civile et de la réquisition des produits agricoles. Alors après, dans les années 20, en termes de politique économique, il va y avoir une libéralisation de l'économie, ce qu'on appelle la nouvelle politique économique, qui n'est pas directement imputable à Staline, mais en fait, le fait qu'il y ait ces années de libéralisation économique, ça va rendre
encore plus brutale les décisions économiques qui vont être prises à partir des années 30. Donc ça va être une industrialisation à marche forcée et surtout ce qu'on connaît notamment la collectivisation forcée à partir de 1928. En fait, c'est une manière hyper autoritaire de décider de comment faire fonctionner l'économie sans du tout partir des besoins de la population et des possibilités réelles. Et donc, en fait, cette collectivisation forcée des terres, bah, ça va entraîner des millions en fait, de déportations et de morts. S'il est nécessaire donc du coup, de développer les forces productives, c'est pour notamment parvenir à l'abondance et pour pallier au manque, au manque certain que connaît la Russie à ce moment-là. Et du coup, il va y avoir une mise en place à partir des années 30 de plans quinquennaux, donc d'objectifs de production sur 5 ans. Et sauf qu'en fait, avec cette manière absurde de faire fonctionner l'économie sans partir des possibilités et des besoins de la population, ces plans de quinquennaux, ils vont entraîner des résultats absurdes. Donc en fait, on va faire primer la quantité largement sur la qualité. Et le confort matériel pour tous, c'est le confort qui est bien différent du luxe et qu'on compte bien atteindre pour toutes et tous sous communisme, en fait, dans ces conditions-là, il ne peut pas être atteint. Et en fait, la planification, elle est assortie du mensonge et du résultat pour le résultat, complètement déconnectée des besoins de la population. Et en fait, en demandant toujours plus un accroissement du temps de travail de la part de la population, avec une très mauvaise rétribution. Donc plutôt que d'aller vers le mot d'ordre de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins, Trotsky dit qu'en URSS, on est davantage proche de la formule tirer le plus de chacun en lui donnant le moins possible. Et Trotsky, donc, dans un ouvrage qu'il écrit en 1936 qui s'appelle La Révolution trahie, il va montrer en fait que l'URSS, c'est même pas en fait une phase inférieure du communisme, mais c'est bien un moment transitoire qui pourrait basculer vers le socialisme, mais qui pourrait aussi bien revenir en arrière. Cette phase-là, en fait, elle ne peut pas s'appeler socialiste parce qu'en fait, elle ne va pas vers une économie du temps de travail. Et les mesures, en fait, pour l'accroissement du temps de travail qui vont être mises en place, c'est des mesures qui sont aussi prises et qui sont très favorisées, en fait, dans la société capitaliste. C'est le travail aux pièces et l'allongement de la journée de travail. Dans les années 30, il va y avoir la mise en place d'une propagande pour accroître la productivité, le stakhanovisme, et ça va entraîner en fait une forte inégalité dans la rétribution du travail. Il y a une hiérarchie qui va être faite en fonction des travailleurs qui produisent les meilleurs rendements. Et en fait, Trotsky il dit que en fait, du fait de cette inégalité de rétribution et de pousser toujours davantage à plus de productivité, en fait, les ouvriers vont avoir peu à peu de plus mauvais rapports que des ouvriers qui sont unis dans la lutte en fait, au sein d'une entreprise capitaliste. Bon, après, il y a quand même des avancées dans les années 20, des avancées sur le plan des droits, notamment des droits des femmes. Il va y avoir également tout un tas d'avancées sur le plan artistique. Mais en fait, notamment celles-là, ces avancées artistiques, et en fait, elles vont bénéficier qu'à une petite proportion de la population, en fait, une couche de la population qui n'a en fait rien à voir avec la production et qui a comme fonction comme seule fonction en fait de commander. Ce qui est, donc je viens du coup à parler un peu en fait, de la bureaucratie et donc de pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'URSS en fait, connaissait donc un régime bureaucratique. Et dans du coup le cas qui nous occupe, la bureaucratie c'est une forme d'organisation de l'État qui implique un très grand nombre de fonctionnaires qui sont nommés et qui sont organisés selon une forte hiérarchie. Donc Ernest Mandel notamment a écrit un texte sur la question qui s'appelle De la bureaucratie et qui va montrer en fait que la bureaucratie elle a touché donc l'État ouvrier en URSS et elle touche également en fait les organisations, toutes les organisations en fait du mouvement ouvrier. La bureaucratie dans le mouvement ouvrier, dans ces organisations syndicales notamment, elle se caractérise par une progressive intégration de plus en plus importante à la société capitaliste. Mais je vais revenir un peu plus loin là-dessus. Là, je vais plutôt parler en fait de pourquoi, donc des caractéristiques de la bureaucratie en ce qui concerne du coup l'appareil politique en URSS.
En fait, il s'agit d'un processus par lequel en fait, ceux qui exercent les fonctions de commandement acquièrent en fait dans un premier temps des privilèges d'autorité dans l'appareil d'État, qui vont ensuite se transformer en privilèges matériels. Et peu à peu, en fait, cet appareil, en fait, il dégénère. Et les personnes qui l'animent, tous ces fonctionnaires, en fait, genre, leurs intérêts, ils vont juste se tourner vers l'accroissement de leurs privilèges et en fait, le maintien de ceux-ci. Donc, très simplement, donc ceux qui exercent les fonctions dans l'État, dans l'appareil d'État, ils ont de plus en plus d'avantages et en fait, ils finissent par agir uniquement dans leurs intérêts, tout en faisant, en ayant ce message en fait en confondant en fait leurs intérêts avec ceux de la classe ouvrière. Euh, pour expliquer un peu le processus, c'est pas arrivé du jour au lendemain de l'organisation de la société et genre de la contestation politique dans les soviets à l'État bureaucratisé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la guerre civile qu'a connue l'URSS, en fait, a entraîné une très importante fatigue de la population qui s'est peu à peu éloignée du pouvoir politique et donc du coup des soviets. Donc Daniel Ben Saïd, il résume ça un peu par en fait le parti qui s'est substitué peu à peu au peuple dans les décisions, puis la bureaucratie au parti, puis l'homme providentiel, Staline, qui s'est substitué à l'ensemble. En fait, à partir des années 20, il y a tout un tas de carriéristes en fait, qui étaient de l'autre côté de la barricade en octobre 17, qui vont vouloir en fait, qui vont vouloir exercer des fonctions de commandement dans l'État. Il y a également tout un tas de commandants démobilisés de l'armée rouge qui vont prendre des postes importants dans les soviets locaux. Après la mort de Lénine, c'est plein de jeunes sans expérience, mais surtout très obéissants, qui vont rentrer dans le parti et qui en fait n'auront jamais acquis une expérience de lutte. Et en fait, petit à petit, avec cette nouvelle couche très importante, très nombreuse en fait, de fonctionnaires, c'est une nouvelle couche sociale en fait qui va se créer dans l'État. C'est 5 à 6 millions de personnes en fait, si on compte tous les relais locaux de l'administration, toutes les personnes en fait qui n'ont pas d'autres fonctions que de commander, et entre qui il y a d'ailleurs une forte hiérarchie. Et en fait, alors qu'à terme, on est censé, et le projet de base, c'était quand même de viser à la suppression des inégalités sociales, et en fait, il y a de forts antagonismes de classe qui vont se créer à ce moment-là. Parce que certes, les moyens de production, ils sont censés être à tout le monde, parce que l'État, c'est soi-disant tout le monde, mais en fait, dans les faits, il y a des fortes inégalités qui vont apparaître. Et, par exemple, il va y avoir une reformation en fait, de cette hiérarchie et des grades à l'intérieur de l'armée. Euh, En fait, dans le niveau de vie, clairement, il y a des très très fortes inégalités. Alors que les logements ouvriers tombent en décrépitude, en fait, là, il y a la couche dirigeante, elle profite de tout un tas de biens de consommation auxquels la population n'a pas accès. Jusqu'à des dérives complètes comme les comptes en banque fixes ou des magasins spéciaux, où en fait, en fonction de votre grade dans la hiérarchie de l'appareil d'État, en fait, les produits ont des prix différents. Alors, j'avais dit un peu plus tôt que du coup, notre but à terme, c'est bien sous le communisme, c'est la suppression totale de l'État. Or, en fait, l'organe de propagande de l'Union soviétique, le journal La Pravda en 1936, écrit que l'URSS s'approche du communisme. Ça devrait donc signifier que l'État est en train de dépérir. Alors en fait, il est juste en train de se renforcer et exercer toujours une plus en plus forte coercition vis-à-vis de ses opposants. Et l'État, en fait, il va asseoir son pouvoir en se débarrassant de ses opposants grâce à des faux procès. C'est des vrais procès, mais avec des fausses accusations, avec des conséquences dramatiques qui vont avoir lieu au milieu des années 30. Et même déjà avant ça, avec des purges dans le parti dès 1927. Alors, c'est un truc qu'on nous a quand même beaucoup enseigné à l'école, c'est que l'URSS est fortement assimilée à la figure de Staline et au culte de la personnalité. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus.
Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la figure du chef, elle est soutenue par toute une administration en fait, qui tire des avantages matériels de cette nouvelle organisation de la société et qui, donc, du coup, en fait, n'a pas tant que ça d'intérêt à voir son chef détrôné. En fait, le problème, il n'est pas tellement personnel en fait, dans la bureaucratie. Et c'est ce qu'écrit notamment un opposant qui s'appelle Rakowski, qui écrit en fait dès 1929 que même si une épuration serait tout à fait de la bureaucratie serait tout à fait nécessaire, en fait, le problème, c'est bien celui de la méthode organisationnelle. Bon, même s'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que Staline était quand même un chef sacrément féroce et que dès 1924, dans son testament, Lénine préconise de l'écarter du pouvoir. Mais donc, bref, donc c'est pour dire que vraiment c'est l'appareil qui a derrière en fait la figure du chef qui soutient en fait et qui permet de pérenniser son existence. La figure de Staline, elle est installée au pouvoir jusqu'en 1953, et même si après on va parler d'une période de déstalinisation, bah en fait le système bureaucratique il va être assez peu ébranlé après la mort de Staline, et la liberté de critique elle va continuer à être extrêmement surveillée, et ce type de régime-là va être exporté dans tout un tas d'autres pays. Ce qui m'amène notamment à parler en fait du relais de la bureaucratie soviétique à l'international. En 1919, donc avant qu'il y ait cette dégénérescence de l'État, il y a la création de la troisième internationale, qu'on connaît aussi sous le nom de Internationale communiste et de Comintern, qui va relayer en fait la ligne politique de Staline à l'échelle internationale. En fait, cette organisation-là, elle va pas tendre à vouloir provoquer la révolution mondiale, et en fait, les défaites du mouvement ouvrier à l'international, en fait, renforcent la bureaucratie et lui attirent notamment la bonne grâce de l'opinion publique occidentale. En 1935, il y a un journal, Le Temps, qui constate à quel point en fait, les dirigeants de l'URSS sont bourgeoises, et Trotsky note en fait, qu'il n'a rien à redire à ça. Et donc, en fait, la bureaucratie soviétique, non seulement en plus de museler l'opposition et les possibilités en fait, d'opposition, notamment même des ouvriers à l'intérieur de l'URSS, en plus de museler ça, en fait, elle a pesé largement sur le mouvement ouvrier à l'échelle internationale. Et donc, cette organisation-là de la société, à toutes les échelles de commandement, pour maintenir ses privilèges, en fait, ce régime-là, il s'appuie en fait sur le mensonge, et, en fait, il empêche l'expérimentation, l'innovation, tout ce qui pourrait en fait l'ébranler. Que ça soit dans les arts, dans les sciences sociales, en fait, tous ceux qui auraient quelque chose à dire de nouveau, un regard critique sur la société à porter, mais qui irait à l'encontre des indications, du camarade Staline, et ils iraient en prison. Ils étaient en fait, ils ont été emprisonnés. Et en fait, à ce moment-là, il y a tout un tas de positions, en fait, de mesures réactionnaires qui sont prises. Notamment, il y a des reculs qui sont faits, notamment sur le statut de la famille, alors qu'il y avait eu tout un tas d'avancées après 1917. Et il y a des reculs, en fait, notamment aussi sur la question de l'avortement. Cependant, en fait, si la bureaucratie elle a trahi la révolution d'octobre, elle n'a pas non plus complètement renversé, parce qu'elle a toujours peur des réactions du prolétariat. Si elle revenait en fait au rapport ancien de production. Ce qui me mène un peu à parler de l'opposition, en fait, qui a tout de même si elle était difficile, qui a visé à critiquer du coup la bureaucratie et le régime de Staline. En fait, dans la population, il y a déjà des formes en fait, d'opposition qui passent par le sabotage contre la production forcée, et des attentats contre la bureaucratie, mais qui ne sont pas efficaces, mais qui sont quand même symptomatiques en fait, de ce que qu'il y a tout un tas de gens en fait, qui sentent bien que les promesses de 1917, elles ont été trahies.
L'opposition en URSS, donc notamment, qui se concrétise notamment avec la formation de l'opposition de gauche menée par Trotsky et qui se forme en 1923, bah, cette opposition-là, elle est très difficile en URSS parce qu'elle est très fragmentée, elle est partagée entre les camps de travail et l'exil. Mais en fait, ce que Trotsky, lui, il va théoriser, en fait, c'est la nécessité d'une nouvelle révolution pour dépasser la phase transitoire, qui peut, en fait, qui peut aller vers le socialisme et qui peut reculer vers le capitalisme. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut une nouvelle révolution sociale pour transformer le système, pas pour transformer le système économique, mais bien, en fait, une révolution, en fait, politique. Ça dépend d'une révolution nationale, mais aussi internationale, et c'est pour ça notamment que Trotsky va mettre une énergie importante, après quelques hésitations, à construire la quatrième internationale. Donc la révolution, elle n'a pas eu lieu en URSS, mais en fait, c'est pour montrer quand même que l'idée était présente dans l'opposition, qui considérait donc pas qui considérait que la révolution n'était pas achevée, que le communisme n'y était pas atteint et qu'il n'était pas près de l'être, et que la théorie de la révolution dans un seul pays était vouée à l'échec. Il y avait avant 1917, il y avait déjà eu une certaine théorisation en fait des moyens d'empêcher l'émergence de la bureaucratie et qui ont été, en fait, qui sont toujours d'actualité. Marx, en fait, il a peu d'expérience historique de la bureaucratisation, mais il tire quand même quelques idées de son expérience de la commune de Paris. Et donc, en fait, il met en avant en fait, la nécessité qu'il n'y ait pas de différence de salaire entre celui de l'ouvrier et de son représentant. Et surtout qu'il y ait une éligibilité et une révocabilité des fonctionnaires qui sont commandés par leurs électeurs. Et Lénine, qui reprend Marx, mais avec plus d'expérience, et après avoir théorisé le parti de révolutionnaires professionnels, en fait, il ajoute en fait la nécessité du roulement entre les révolutionnaires qui doivent en fait revenir aux conditions difficiles en fait des conditions de travail et de vie de la classe pour l'émancipation de laquelle ils se battent. Donc en fait, il faut qu'il y ait un nécessaire roulement du prolétariat aux militants professionnels pour que l'expérience elle soit partagée pour prévenir en fait la professionnalisation du pouvoir. Et pour parler de choses qui sont en fait un peu plus proches de nous dans le temps et même géographiquement, les mécanismes de la bureaucratisation à l'œuvre en URSS, on les retrouve dans les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier. Les grandes organisations syndicales, les partis qui ont juste de socialistes et de communistes que le nom, en fait, on retrouve ces formes-là de bureaucratisation en leur sein. Et donc ce phénomène de substitution des intérêts de l'organisation à ceux de la classe ouvrière, en fait, ils ont eu un impact déterminant sur des moments cruciaux pour le mouvement ouvrier. En 1968, par exemple, plutôt que d'encourager la poursuite du mouvement pour tendre vers une situation insurrectionnelle, la CGT, qui était alors complètement dépendante de la ligne du Parti communiste français, a passé des accords avec le gouvernement et ainsi mis un coup d'arrêt en fait, au mouvement en dévoilant par la même occasion son intégration et aussi celle du Parti communiste au système capitaliste. Et donc en fait, nous, deux enseignements qu'on peut tirer de cette expérience-là pour dépasser en fait les difficultés imposées par la bureaucratie. C'est la nécessité en fait d'une organisation avec une forte légitimité auprès de la majorité de la classe ouvrière et qui soit capable d'imposer le mot d'ordre de la poursuite du mouvement et en faisant en fait la démonstration d'une vraie indépendance de classe dans des moments cruciaux. Ça, d'une part, et également la forte en fait auto-organisation des travailleurs afin de contrer les reculs qui sont imposés par les grandes organisations bureaucratisées. À chaque mouvement social, on reproche à raison aux directions syndicales de participer à saboter un mouvement qu'elles ont parfois participé à construire. Parce qu'en fait, il s'agit pour cette direction de faire des calculs sur les pertes et les gains que peut générer un mouvement social pour leur organisation.
Mandel, il rappelle dans son texte sur la bureaucratie cette phrase de Marx que les prolétaires, ils n'ont rien d'autre à perdre que leur chaîne. Mais en fait, quand ils ont gagné la possibilité de s'organiser pour lutter pour leurs droits, il y a une nouvelle idée qui apparaît en fait et qui va freiner leur lutte. Et en fait, et si on perdait la légitimité et le poids qu'on a gagné dans la société capitaliste, en fait, qui est toujours une avancée par rapport à l'absence totale d'organisation. Et si les positions élevées qu'on peut avoir dans la hiérarchie d'une organisation, ça apporte des intérêts matériels, ce qui en fait, il s'agit surtout, enfin, aussi et surtout de préserver en fait cet appareil, cet appareil là. Assez clairement, enfin, on parle de bureaucratie en fait quand la direction d'une organisation se substitue à la base et aux mouvements étudiants et ouvriers et dans les mouvements sociaux. Comme dans notre activité quotidienne, cette forme d'organisation qui combat l'innovation, qui combat la création de groupes qui peuvent la dépasser, qui peuvent menacer son appareil et les intérêts de ceux qui l'animent, en fait, ça pèse sur l'activité des révolutionnaires. Parce qu'en fait, une révolution, ça nécessite un saut dans l'inconnu que les organisations qui sont bien installées dans la société capitaliste vont jamais chercher à accomplir. Et nous, aujourd'hui, si on est convaincu de la nécessité de la révolution, on est aussi convaincu de son actualité, ce sur des bases matérielles, comme sur la vivacité des luttes actuelles. Notamment l'ampleur numérique de la classe ouvrière aujourd'hui, c'est un des facteurs qui nous fait penser, qui nous assure d'une certaine manière, en fait, qui est l'ampleur numérique de la classe ouvrière aujourd'hui, c'est un facteur en fait qui favorise clairement l'irruption d'une possible révolution aujourd'hui. Et si l'idée de la possibilité d'une contre-révolution existe en fait, mais contre laquelle on peut à minima se prémunir théoriquement avec une bonne connaissance de l'histoire et des mécanismes passés de la bureaucratisation, en fait ça ne doit pas non plus nous empêcher de tendre vers cet objectif. Le risque de déformation bureaucratique, il n'est jamais à exclure dans une organisation et on doit sans cesse faire notre autocritique. Mais il en reste pas moins qu'en fait la crainte de la bureaucratisation ne doit pas freiner l'organisation collective et que si on prend par exemple l'exemple du syndicat, en fait la défense collective elle sera toujours plus efficace que la défense individuelle. Et pour rappeler un fait important, c'est que la révolution, elle ne dépend pas seulement d'un parti ou d'une organisation, et que le parti, en fait, il doit toujours être en permanence en fait, à l'écoute des soubresauts de la classe ouvrière et des mouvements sociaux. Classe ouvrière qui a son propre rythme, et que si le parti doit jouer un rôle important dans la révolution, il ne lui appartient pas de l'empêcher, en fait, mais en fait de donner une orientation qui lui semble juste. Et notre tâche immédiate, c'est de favoriser l'auto-organisation pour combattre l'émergence de la bureaucratie et en fait, afin que la classe ouvrière, la jeunesse dans lesquelles on agit aujourd'hui, on ait des réflexes en fait, démocratiques et que la prise de décision, un jour, en fait, elle ne puisse pas nous être spoliée par une couche dirigeante qui aurait été rodée à l'exercice du pouvoir. Du coup, je vais m'arrêter là et juste pour citer quelques ouvrages sur lesquels je me suis appuyée pour dire un peu tout ça, notamment La Révolution trahie de Trotsky qu'il a écrit en 1936 dans son expérience témoin direct qu'il est que de ce phénomène de bureaucratisation. Il y a le texte de Mandel de la bureaucratie. Et également, je me suis appuyée sur une formation du cercle Léon Trotsky qui s'appelle De la Russie révolutionnaire à l'URSS des bureaucrates. Et également le texte de Daniel Ben Saïd, Communisme contre stalinisme, et aussi le texte de 1929 de Rakowski, Les dangers professionnels du pouvoir. Et un ouvrage qui revient notamment sur les années de la guerre civile et qui est un ouvrage à la fois de témoignage et de fiction, c'est La cavalerie rouge de Isaac Babel.